Et si jamais ça ça chauffe, on arrive pas en fait. Tu dis un truc comme ça, déjà c'est un truc de baiser. Mais où vous avez vu ça et quand vous avez vu ça? C'est ma caméra, celle-ci là, qui est juste là. Ok, bienvenue dans CKR et bienvenue CKR épisode 16. Tranquillement, on avance lentement mais sûrement chez Kevin Razi. Bienvenue, je suis trop content d'être avec vous comme tous les mardis en compagnie du docteur H qui est à ma gauche. Salut. Il y a ma chérie derrière la caméra à la réalisation et au montage. On a Mourad Mokadem le showrunner. Ouais. Et on a notre invité ponctuel Manu qui est là. Et trop content aussi parce qu'on teste du nouveau matériel là. Ouais. On va vous montrer, on a pris des photos. T'as pris des photos Mourad? Il va prendre des photos, on vous les mettra sur les réseaux. On a une régie, t'as peur. Oh là là, je suis trop content. On va vous parler de la guerre aujourd'hui. Ouais, parce que on flippe tous un petit peu. On va faire une espèce d'analyse un peu philosophique de la guerre. On va vous expliquer pourquoi. Merci de nous suivre partout sur les réseaux, de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous laisser des 5 étoiles sur les plateformes de Spotify, Apple Podcasts, Deezer. C'est trop sympa, ça nous fait trop plaisir de soutenir la chaîne aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à notre chaîne. C'est quand vous lâchez 4,99€ par mois qui nous permet de pouvoir financer un peu tout ça, de plus en plus autonome, libre. Donc merci mille fois, ça fait trop plaisir. Il y a un groupe Telegram qu'on a créé juste pour vous. Peut-être qu'on l'étendra après. Parce qu'on aimerait bien qu'on soit plus nombreux. Mais pour l'instant, on essaye de privilégier ceux qui s'abonnent. D'ailleurs, ceux qui s'abonnent à 4,99, le pack HMD, ont le droit de voir les épisodes de CKR en avant-première. Ça aussi, c'est cool. Et on a nos livres. On a les liens dans la description. On a Science Fix qui est sur le piano derrière. C'est un livre qu'on a écrit avec Hamza et son frère Anes sur les sciences humaines. On a Fake News, évite de tomber dans le piège. Ça, c'est notre premier livre qu'on a sorti en 2019 avec Hamza. Et illustration de Lionel Serré, c'est chez l'édition La Martinière. J'adore à la télé quand il dit ça. À chaque fois, alors que tu fais pas ça pour les films. Tu dis pas, oui, c'est un film qui est produit par Nord-Ouest, machin. Je sais pas pourquoi, l'édition, c'est ultra important. Et je suis toujours au théâtre. Là, je sors du théâtre et je vais vous raconter une anecdote juste après. Par rapport au théâtre, Alexis Michalik, Passeport, Théâtre de la Renaissance. La pièce est incroyable. Moi, je l'ai vue depuis le début. Je l'ai vue environ 54 fois et j'ai kiffé à chaque fois. Moi, je l'ai vue une fois, j'ai adoré. Ah bah tu vois. Voilà. Tu sais que là, et je vais la revoir 10 fois. Ah bah avec grand plaisir. D'ailleurs, tu sais que là, on a fêté la 50e vendredi dernier. Ah top. On en est déjà à 30 000 spectateurs. Je suis trop. Bah, franchement, bravo. Franchement, merci. Ah ouais. Merci, bravo Alexis, bravo à toute l'équipe qui est avec moi parce que par les temps qui courent, franchement c'est pas évident. C'est très stylé, ça fait trop plaisir. Et c'est une pièce en plus qui a un beau thème, donc je suis content. On attend juste que Manu Moreau se manifeste pour venir voir la pièce. Merci à ceux qui nous écoutent à travers le monde, parce que oui. Il y a quelqu'un qui a dit Lounours en commentaire. En fait, il faudrait rendre ce podcast obligatoire. Trop sympa. Trop sympa. Et en fait, on a regardé avec Mourad les téléchargements par lieu. Il nous a envoyé le truc sur le podcast. On écoutait en France, évidemment, au Royaume-Uni. Ça, je pense que c'est mon pote Daddy, que je t'embrasse, qui nous écoute. On a écouté en Espagne, on a écouté dans les pays du Maghreb, à Madagascar, au Brésil, en Allemagne aussi, en Italie, en Russie. Waouh, c'est parce qu'en plus, on en a beaucoup parlé. Au Japon. Ça, c'est l'Inde. Non, Pakistan. C'est l'Inde. Ouais. C'est l'Inde. Putain, la honte. Pakistan, c'est à côté. C'est normal. C'est une question de proportion. Ouais. Mais c'est normal. C'est normal. Ça, c'est pas comme si j'avais dit ça, c'est le Bolivie. Non, pas Australie. Non, franchement. La Chine, je suis presque sûr, mais sauf que ça passe par des VPN. Ah oui, aussi. Donc, voilà, donc on peut pas savoir. Et bien sûr, en Amérique du Nord, Canada inclus. Donc franchement, ça fait trop. Et ça, c'est quoi d'ailleurs là, juste à côté de. Faut que je revienne sur mes cours, moi. C'est pas. Non, Équateur, c'est là, je pense. C'est juste. L'Équateur, c'est tout au-dessus. Ouais, bah écoute, bonne question, tu vois, comme quoi. Parce que la Bolivie est de l'autre côté, ou c'est la Bolivie? Ouais, écoute. On va revenir comme d'habitude, ouais. Pourquoi pas. On va revenir sur les réactions, certains commentaires que vous avez laissés sur l'épisode d'avant. Et il y a un extrait qui a cartonné sur la naturalisation de ma cousine, avec la question bizarre qu'on lui a posée. Il y a quelqu'un qui a dit. Comment? Apparemment, c'est pas unique. Ouais. Apparemment, il y en a plein qui ont eu des questions un peu tendancieuses. Alors. Là, j'ai quelqu'un, Morpheus Doom, qui dit super vidéo. Alors, j'ai été naturalisé aussi par décret. Sous Hollande, la meuf, elle me parle de tout et de rien. Et au bout de 5 minutes, elle me dit, vous êtes musulman? Comment ça se passe à la maison? Vous aidez votre femme dans les tâches ménagères? Vous la laissez conduire la voiture? Est-ce que vous la laissez voter en âme et conscience? A-t-elle le droit de voir des amis sans vous? Vos amis, ils s'appellent plus Mohamed ou Nicolas? Vous la lapidez combien de fois par jour? Ouais, je te jure, c'est pas fini. Elle me dit, bon, votre famille en Algérie, vous comptez la faire venir en France une fois la nationalité acquise? Vous en pensez quoi de l'Algérie? Wow,
une dinguerie. Non, c'est violent. Pareil sur la naturalisation. Parce que non, c'est sur une autre vidéo où on parlait du fait que oui, c'est sur ça, sur le voile. Toi, tu parlais du fait que le voile, t'avais des amis qui étaient retraités maintenant, qui avaient une tradition chrétienne que quand tu rentres à l'église, tu te couvres la tête. Absolument. Il y a quelqu'un, Anna Marquez, qui met en commentaire: je suis française d'origine portugaise et catholique. J'ai toujours vu ma grand-mère et d'autres femmes âgées avec un voile. Même en dehors de l'église au quotidien, ça m'a jamais choqué. Petite, j'en portais un pour faire comme elle. Donc je n'aurais sûrement pas été naturalisé. On a parlé du Ramadan aussi la semaine dernière. Il y a Moaka qui dit: excellente cette analyse du mois de Ramadan, le travail est excellent comme d'habitude, force à vous et vos proches. Merci beaucoup. Il y a User qui dit: ce regard historique et sociologique sur le jeûne est super intéressant, merci. Merci à toi. Cool. Et il y a Calvin qui dit: un épisode, et il met ses doigts là, après il met l'emoji qui applaudit, un épisode, tu vois, il fait ça. Merci pour tous ces liens avec les autres religions, l'histoire de cette pratique et aussi le petit avec l'écologie et la décroissance. Timothée Paris qui a fait une thèse sur le sujet et il y a cette question du temps qui revient. Merci l'équipe. C'est cool. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On est content, ça fait trop plaisir. Ah ouais. On va commencer par une petite news HMD, une petite news Hamdoulillah. C'est les petites news où quand tu les entends, tu dis: ah, Hamdoulillah. Dieu soit loué. L'ancien champion de MMA, Mark Coleman, s'est réveillé de son coma. Après qu'un incendie se soit déclaré dans la maison de ses parents, il avait héroïquement réussi à les sauver avant de s'évanouir avec tu vois, à cause de la fumée, et il a été hospitalisé il était hospitalisé depuis le 12 mars dernier. Donc là, la news elle date de quoi, il y a 2 jours, donc là donc c'était le 15 mars, donc il est resté 3 jours. Ah oui, non, c'est 3 jours. Ok, je pensais que c'était 1 an. Ouais, okay. Ah non. Ouais, c'est un peu ça. Mais non, mais c'est beau, hein. En fait, il y a quelqu'un qui a mis ça à Revenge. J'ai cru comprendre qu'il est retourné dans le feu pour son chien après avoir sauvé ses parents, et c'est à ce moment-là que la fumée lui a fait perdre conscience. Tu sais que c'est énorme. Pourquoi c'est héroïque? Parce que si tu demandes à n'importe quel pompier qu'est-ce qu'il faut faire quand il se passe ça, ils te disent tous: faut pas y aller. Ouais. Ils disent: faut pas y aller parce que sinon, au lieu d'une victime, il y en a 2. Ah ouais. Parce qu'en fait, et là, lui, sûrement parce qu'il a des bonnes conditions physiques et tout, il a joué littéralement avec le feu, parce qu'en fait, s'il était à quelques minutes près, il serait tombé dans les pommes et dans le feu, en fait. Mais par contre, ils te disent tous la même chose, les pompiers: s'il y a quelqu'un que vous aimez, s'il y a un proche, on sait tous que ce sera entre votre âme et conscience. Tu vois? Ah, d'accord. En gros, ils peuvent pas te dire: n'y va pas. Tu peux pas, tu sais que t'as ta famille et tout. S'il sent qu'il était capable de le faire et qu'il l'a fait, c'est très fort, en tout cas, c'est vraiment très fort. Moi, on m'a raconté un truc de ouf. La dernière fois, j'avais rencontré un gars, un médecin urgentiste qui s'appelle Dr Dodi sur Instagram. Il a plein de vidéos super sympas. Et en fait, il m'a raconté un truc horrible. Il me disait que quand ils font une intervention chez quelqu'un, par exemple, tu vois, ils étaient allés chez quelqu'un, un adulte qui avait son père qui avait fait un malaise et qui respirait plus. Donc ils sont arrivés, ils ont essayé de le réanimer, tout ça, machin. Ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis finalement le gars décède. Et donc là, c'était ultra dur et tout. Et figure-toi que à ce moment-là, quand t'as quelqu'un qui décède chez toi et que la mort est prononcée, et ben en fait ils embarquent pas le corps. Les gars le laissent. Et en fait, ils donnent le numéro à la personne et lui disent: bon, bah voilà, il faut que vous appeliez ce numéro-là pour organiser la levée du corps, machin et tout. Et donc, tu restes avec le cadavre à la maison, quoi. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et alors, dis-toi que lui, au début, il allait appeler, je crois, la morgue à la place de la personne qui venait de perdre son père, qui savait plus où elle habitait, tu vois, qui était paniquée. Et son supérieur lui a dit: non, surtout ne le fais pas. Parce que ça fait partie du processus que la personne qui a perdu un proche soit obligée d'appeler. C'est la première étape, tu vois. Il faut pour qu'elle puisse s'en rendre compte en disant au téléphone: voilà, j'appelle parce que mon père est décédé, pour que tu vois, il y ait un processus. Donc ils ont pas le droit d'appeler à leur place. C'est fou ça. Ouais, j'ai appris ce truc-là, ça m'avait fait froid dans le dos. Ouais, on a dit qu'on parlera de la mort un jour. Comment? On a dit qu'on parlera de la mort. Ah oui, il faut qu'on parle de la mort, absolument. On va faire un dossier spécial. À chaque fois je dis ça, au bout d'un moment les gens vont se dire: mais il va y avoir 27 épisodes spéciaux ou quoi? Bien sûr, tout à fait. Avant de passer au mezze, les petites news à picorer, il fallait que je vous raconte un truc
truc. Tu sais, je vais vous raconter quelque chose qui a été douloureux, mais qui m'anime au final aujourd'hui dans la reconquête de tout un tas de choses, de challenge que je me suis fixé. Tu sais, moi à l'époque j'avais été produit par un producteur et j'avais signé un contrat de 4 ans qui s'était arrêté au bout de 6 mois. Et il y avait une phrase qui m'avait sorti quand il avait fait mon espèce d'entretien de fin de contrat. À la base, il y en avait pas, c'est moi qui lui ai demandé parce que il avait laissé son bras droit le faire à sa place. Et moi je lui avais dit bah c'est pas classe de ta part, t'aurais pu quand même. Et bref, il m'avait dit écoute Kevin, pour conclure, j'espère que tu trouveras un autre producteur avec qui ça marchera et que tu nous donneras tort. Donc je me suis dit ah bon c'est sympa, et au moment de serrer ma main, il rajoute, même si c'est vrai qu'on se trompe rarement. Il rajoute cette petite phrase qui m'a valu de pas vouloir monter sur scène pendant 3 ans. J'avais pris 30 kilos. C'était vraiment, ah ouais, non, c'était parce que tu vois, c'est tout ton être qui est détruit. Et je m'étais toujours dit, tu vois, plus tard, si je suis nommé, et j'en parlais avec Patrick au théâtre qui joue avec moi, Patrick Blandin, pas comme on partage notre loge, et je lui avais dit moi plus tard j'aimerais vraiment là, si on est nommé au Molière avec Passeport, si moi je suis nommé genre révélation masculine et tout, et ben je ferai un discours pour remercier tout le monde et tout, et à la fin je dirais je remplacerai une pour lui, tu vois, genre en mode c'est vrai qu'on se trompe rarement, et ça je l'avais dit à Patrick qui trouve que lui c'est vraiment il le connaît ce producteur là, donc il me dit mais c'est détestable et tout. Et tout à l'heure on finit de jouer notre spectacle, on a joué à 17h, il est 19h et quelques, et puis là, il y a quelqu'un qui se pointe dans notre loge au moment où on était en train de se rhabiller, on avait fini, et c'était ce producteur. Mais non. Qui dit ah bah dis donc, je viens vous féliciter, je suis venu, j'étais là, c'était super hein, et tout. Et j'étais comme un gamin, j'étais là. Ouais, c'est choquant. Salut, ça va? Ouais. Qui es-tu? J'étais choqué, je m'attendais à voir tout le monde sauf lui. Ouais, c'est choquant. Ouais. Et Patrick, il a vu que je m'étais décomposé en le voyant. Bah ouais, j'étais en train de mettre mes baskets et tout, je le vois. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait des années que je l'ai pas vu, tu vois. C'est comme, tu vois, c'est un peu mon croque-mitaine, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Même si ça va mieux maintenant, tu vois. Mais je l'ai vu, je me suis décomposé. Et t'as donc ce producteur qui dit à Patrick bah bravo et tout hein, félicitations, et Patrick il lui fait bah ouais hein, c'est vrai, de toute façon on se trompe rarement hein, avec ce genre de spectacle et tout. Et il l'a dit environ 3 fois. Ouais bah merci, non mais c'est une pièce incroyable. Bah oui, on se trompe rarement, ça c'est sûr. Franchement merci Patrick, parce qu'il a été d'une lourdeur mais tellement drôle. C'est bien, ouais, c'est la bonne lourdeur là. C'était la bonne lourdeur. Ouais. Et voilà, après tous mes camarades, quand je leur ai dit qui c'était et tout, parce qu'il y en a qui avaient vu mon spectacle, j'en parle machin, ils étaient tous au petit soin genre mais ça va et tout machin, hein, t'es sûr, mais t'as rien à t'as tout déchiré de toute façon ce soir, tu t'en fous machin, regarde aujourd'hui c'est lui qui s'en mord les doigts machin. Je lui fais non mais tranquille, ça va mieux, mais j'étais pas prêt, tu vois. Ouais mais grave, mais il est quand même venu et ça montre vraiment qu'il s'est trompé. Tu vois, c'est ça qui est fort. Bah, il est monté. Mais déjà, en plus, t'es qui pour monter? Personne n'est monté dans nos loges. Bah oui, normalement, personne. Depuis le début. Moi, j'ai essayé, hein. J'essaie. Tu vois? Je me dis non, c'est là-bas. Ouais. Sortez. Sortez vite. Franchement, à part Alexis Michalik et Clotilde, personne ne monte. Et lui, il monte. Il a, dis donc, c'était compliqué de monter. En plus, il a dit ça. C'était compliqué de monter, hein. Bah, connard, t'étais pas censé monter, donc c'était compliqué. T'étais pas invité, hein. T'étais grave pas invité. Mais bon, donc, écoute, Mani, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de, je sais pas, il y a un fil ou un truc comme ça il joue contre l'apport d'un truc, bon, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que voilà, j'avoue, je manifeste à fond. J'espère vraiment là les résultats pour les nominations pour les Molières, ça tombe le 30 mars. Ok. Et on saura si Passeport est nommé, et je saurai si moi aussi j'ai une nomination ou pas. Je vous avouerai qu'en temps normal, moi, que Passeport soit nommé, je serais très content, et que mes camarades soient nommés, je suis très content. Mais j'ai une revanche tellement personnelle à prendre. Je comprends. Bien sûr que j'ai envie d'être nommé en tant que révélation masculine, c'est ce que j'ambitionne, parce que vraiment j'ai vraiment envie de lui montrer. Mais tu te donnes à fond, moi et je me donne à fond. Faut aller voir la pièce. J'ai pas fait cette pièce pour ça, mais putain maintenant faut la voir la pièce. Hein. Bref, il est là. Hein. Affaire à suivre. En tout cas, on vous tiendra au courant. Mais cette histoire m'a marqué, ça m'a fait bizarre. C'est une belle histoire. Ouais. Bah, j'espère que ça se finit. Enfin, ça se finit déjà bien en vrai. Ben oui, c'est ça. C'est déjà un dénouement, bien sûr. Il y a déjà un dénouement heureux. On commence le Mezzé. On est en plein mois de Ramadan, et en fait, il y a la Fédération française de football qui a à nouveau interdit les pauses Ramadan pendant les matchs pour rompre le jeûne. Voilà. Alors à nouveau, parce que ça fait plusieurs
plusieurs années que des joueurs demandent à ce qu'on institue la pause Ramadan juste pour qu'ils puissent rompre, tu vois, boire un verre d'eau, manger une date, c'est tout. C'est pas style on arrête le match 30 minutes, couscous et Guéma tu viens machin. Non, c'est pas. C'est pas ça le truc. C'est vraiment juste. Tu siffles comme les pauses chaleur quand il y avait. Exactement. Quand il y avait voilà. Oui, quand la canicule. C'est juste ni plus ni moins que ça. C'est ça. Donc pendant ce temps, la fédération néerlandaise elle a accordé, en Angleterre ils l'ont accordé, aussi, voilà, en Allemagne ils l'ont accordé, mais en France non. Charmant. Voilà, donc on peut, en fait, ça commence à se voir un peu les gens. Hein. Ça commence à vraiment se remarquer. Hein. Je sais pas. Je comprends pas. En fait, c'est vrai qu'on peut pas être, on peut pas. C'est marrant parce qu'on a un problème d'inclusivité. On rejette des caractéristiques des gens qui font partie de la communauté française. Enfin, tu sais, ça fait partie de la France et de leur vie et tout, mais ni plus ni moins quoi. Il y a pas de, c'est pas du prosélytisme, c'est pas. Après tout le monde on reproche à chaque fois aux gens de, tu sais, on dit qu'on politise le sport. Mais là, à un moment donné, si les fédérations, elles se surpolitisent leur position et leur règlement... Oui, parce que je rappelle qu'une fédération, c'est privé. Hein. Exactement. C'est que des fonds privés, la FFF. Certes, ça représente la France. Enfin, je veux dire, l'équipe de France, par exemple, la fédération qui chapeaute l'équipe de France, au même titre que les championnats français et tout. Si ça s'appelle Ligue 1 Uber Eats, c'est pas pour rien. C'est que des fonds privés. Tu m'étonnes. Peut-être qu'il y a des subventions de l'État, je suis même pas sûr. Peut-être. La FFF, oui, peut-être. Oui, mais en soi, en soi, c'est privé. Bien sûr. Mais en fait, c'est hybride. Enfin, tu vois, c'est comme la FIFA. La FIFA, c'est une organisation putain de privée, tu vois, qui est née en Suisse et tout. Enfin, ça pèse des milliards. Mais en même temps, tu sais, ils ont une espèce de responsabilité vis-à-vis du fait qu'ils gèrent un sport populaire à échelle mondiale et tout. C'est trop. En fait, parce que je me suis plongé dans les statuts juridiques de la FIFA il y a quelques mois. Ouais. J'ai rien compris. Oui, mais parce que non, mais en fait c'est mi-public, mi-privé, c'est trop chaud, mi-européen, mi-mondial, mi-officiel, mi-officieux. Ouais, mi-gouille, mi-gouille. On est de ça en fait. Ah ouais, littéralement. Tu sais pas en fait. Ah bah oui, hashtag Seb Blatter. C'est ça, c'est exactement ça. Je te jure, laisse tomber. Il y a eu plein de messages, de commentaires. Il y a DJ qui dit, MI qui dit encore une raison de plus pour se casser de ce pays. Wafa Aza qui dit il faut que nos talents à confession musulmane s'en aillent jouer ailleurs et ils verront la perte des talents et s'aligneront tout d'un coup. Enfin, toujours les mêmes débats en France. Ça, je l'avais déjà proposé. Moi, c'était pour les Renois en Italie. Peut-être que si tous les Renois se taillaient, peut-être que parce que comme là-bas ils ont un gros problème avec les cris de singe et tout, vraiment, tu vois, je me dis peut-être que là ils dira peut-être qu'on va faire un truc. Mais c'est particulièrement injustifié. Je sais même pas s'il devrait pas y avoir des recours par rapport à ça. Enfin, en bon français, on va faire des mesures et des procédures parce que c'est tout sauf normal en fait compte. D'ailleurs, je sais pas, je pense pas qu'il y ait un syndicat de joueurs, hein, mais ça serait pas une mauvaise idée. Pas con ça. Ouais. Mais là, crois-moi que dès qu'il y a la rumeur, ils vont tout de suite faire des mesures sympathiques. C'est pas bon ça. Il y a attention, alerte abruti, un Euros BRC qui a dit en commentaire, bah oui, on va pas arrêter le monde pour une culture d'un autre pays. Une culture d'un autre pays, c'est bien. Culture d'un autre pays. Toi, t'es trop chaud. Vraiment très, bravo très chaud. à toi. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai délirium d'ambiance. Déjà de croire en fait que justement la pratique musulmane ou même le fait musulman est étranger à la France, bah c'est pas de bol, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai depuis très longtemps. Hein. C'est pas vrai, pas simplement par l'immigration tardive des années 70. C'est pas vrai. Si vous remontez même à François Ier, même à Louis XIV, Louis XIV se faisait soigner par des musulmans, par des médecins musulmans, à tel point que même la faculté de théologie de Paris avait enjoint instamment au roi Louis XIV d'interdire la pratique de la médecine aux médecins mahométans, comme il les appelait, et juifs. Donc on les appelait les maranes. Pour le prétexte que justement en fait ils soignaient plus que les médecins de Paris. Qui n'avaient pas le droit de te toucher. Là, ouais, exactement. Les gros nazes. C'est flippant. Et ils disaient mais par contre ils peuvent continuer à vous soigner votre majesté, hein, mais qu'ils ne soignent pas les gens dans le royaume. Ouais, d'accord. Donc ça qu'on le veuille ou non, en fait rendez-vous compte. Là on n'est pas dans l'immigration de 1973, on est dans le grand siècle, ce qu'on appelle le grand siècle, où en fait et à votre avis ils vivaient pas tout seuls. Hein. Il y avait donc des musulmans, etc. Et ça aussi cette sorte d'amnésie sélective qui est évidemment politisée, elle pose un vrai problème parce que on maintient cette culture de faire croire que celles et ceux qui sont de confession musulmane ou de culture musulmane sont juste invités
Ils sont pas vraiment la bienvenue et ce qu'ils pratiquent n'est pas la bienvenue. Bah non, en fait, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça a une plus longue histoire. C'est en train de sortir de plus en plus. Il y a des historiens et des historiennes qui font d'excellents travaux là-dessus, qui montrent aussi, par exemple, les déplacements importants de populations musulmanes de l'Espagne pendant la phase ignoble de la conquista, non pas la reconquête, la conquista inquisitoriale, qui a en fait fait un énorme ethnocide et génocide. Et ben en fait, beaucoup se sont déplacés, sont allés vers le nord. Il y en a qui sont partis au Maghreb, et d'autres sont partis vers le nord de l'Espagne, c'est-à-dire la France. En l'occurrence, de Bordeaux jusqu'à Narbonne. Et tu les reconnais. C'est pas une blague. Tu les reconnais par un nom de famille, Morin et Moreau. Ah, littéralement. Moreau. Ouais, littéralement en fait. Comme non, mais les Moreaux et les Morins, qui font partie quand même des noms les plus répandus de France, hein. Bah, littéralement, en fait, Moreau, c'est référence aux morts. Et Morin, les Morignaux. Donc, c'est même les Maranes. Donc, en fait, d'ailleurs, les Morins, c'est beaucoup plus proche, justement, des familles juives qui sont parties d'Espagne. Et les Moreaux, c'est beaucoup plus des familles chrétiennes ou musulmanes qui sont parties d'Espagne également. Et quand on remonte, on recherche généalogiquement, c'est incroyable. Il y a des articles qui ont été publiés de 2017 à 2018. C'est très récent, en fait, hein, parce qu'on a fait très peu de travaux là-dessus, qui montrent, et c'est pour ça que je pense que c'est important. Je trouve ça très important de remonter l'histoire, de pas simplement dire, oui, mais ils sont immigrés, il faut quand même s'adapter. Non. C'est vrai qu'il y a une nouveauté de toute une population qui arrive du Maghreb, post-colonial et tout, et d'Afrique, subsaharienne. Mais concrètement, c'est une histoire bien plus ancienne que ça. Et sans parler du dossier Bonaparte. Mais ça, enfin, oui, et d'ailleurs, il y en a une qui en a parlé. Tu sais, il y avait tout un débat sur la charia alimentaire. Marion Maréchal Le Pen, elle l'a lancé et tout. Et en fait, il y a eu un débat là-dessus. Et sur le plateau de Morandini, il y a eu une nana qui a parlé de ça, de Napoléon. Ah. Et personne n'a voulu relever. Hein. Non. C'était très drôle. Ça fait très mal. Mais on en reparlera. Il y a des ramettes, le ramette gate à l'école. Ça, c'est chaud. Cette semaine, il y a un mail d'une directrice d'école élémentaire qui a circulé sur les réseaux. Elle demandait aux parents de dépanner l'école d'une ramette de papier A4. Mais tu sais que ça va arriver? Moi aussi, à l'école de mes enfants. Ah ouais? Bah ouais. Littéralement. C'est un scandale incroyable. Et c'est juste incroyable. Vraiment. Et donc, alors, anecdote, conseil de prud'homme de Nanterre, obligé d'envoyer... le conseil de prud'homme de Nanterre a été obligé d'envoyer en papier les conclusions 15 jours en avance. Oula, ça c'est le frigo. C'est le radiateur. Il est possédé. Ah oui. Au conseil du prud'homme de Nanterre, ils sont obligés d'envoyer en papier les conclusions 15 jours en avance parce qu'ils n'ont pas de quoi imprimer. Non, mais... En avance, pourquoi? Parce que le jour J, sinon... Les avocats sont obligés d'envoyer 15 jours en avance. Pour qu'ils puissent avoir suffisamment de papier d'ici là. Les éléments sur papier, parce qu'ils n'ont pas tout imprimé là. Ah, c'est chaud. Non, c'est chaud, c'est une dinguerie. C'est abusé. En fait, il y a quelqu'un dans les commentaires que j'avais vu. Non, parce que j'avais partagé ça sur Insta. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, bah oui, mais bon, c'est les marchés publics, c'est toujours très long, tout ça. Mais normalement, et même si c'est très long, c'est pas ça se chevauche, tu vois, je veux dire... Tu fais ta commande en amont, pas quand il n'y a plus de papier et machin. Exactement. Et puis on connaît les besoins, ils connaissent les besoins, ils peuvent les anticiper. Non, mais c'est juste qu'ils resserrent les budgets de toutes les manières. C'est dingue. Et vous inquiétez pas, ils ont touché les salaires des profs parce que les salaires des profs diminuent. Je le répète, les salaires des profs diminuent. Et c'est pas simplement qu'ils n'augmentent pas, ils diminuent. Parce que quand un salaire en fait n'augmente pas alors qu'il y a de l'inflation, ça veut dire une réduction de salaire. Et quand en plus on réduit en plus, parce qu'on fait des économies de malades mentaux, quand on réduit en plus les postes, c'est-à-dire que quand il y a des retraités, on les remplace pas. Bah en fait on met les professeurs dans des situations abominables et là-dessus c'est une catastrophe, franchement c'est une injure, c'est vraiment une injure qui est faite à l'école et donc à nos enfants aussi et à nos professeurs qui font un travail qui est limite du domaine du miracle vu les circonstances, franchement. Mais tu sais que Attal, quand il était en train de se vanter d'avoir créé je sais plus combien de milliers de postes de profs, de machin et tout, il a sorti que des vieux trucs comme ça. T'as envie de dire, mais cousin, tu crois qu'on n'est pas au courant des chiffres? Grave, qu'on va pas les vérifier. Là, on a créé 3000 postes, on a fait ci, on a fait ça. Bah tu vois bien qu'il y a un problème en fait. Arrête, c'est honteux même qu'il ait pris la parole pour ça. Enfin bref, il y a eu pas mal de réponses, enfin de commentaires. J'en ai pris deux. Anima Mousse qui dit, si ça continue dans de telles conditions, faudra que les enfants amènent aussi leurs chaises et autres. Je te jure. Et dois-je le voir qui dit, quand il y aura des uniformes, ils pourront imprimer dessus. Ouais. Mais tu vois, c'est plus simple. Mais tu vois quand même le truc dingo on parle d'uniforme alors que là ils arrivent même pas à avoir du papier. Ouais, qu'est-ce que tu vas aller payer des... Mais tu sais, le sens des priorités à un moment donné. On peut faire les choses dans l'ordre. Ouais, c'est ça.
Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Très rapidement, c'est confirmé. Le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative, a confirmé lundi que le Rassemblement national peut être classé à l'extrême droite. C'est marrant. Voilà, on n'était plus sûr. Ah merde. Voilà, on est sûr. J'ai un doute. Et que LFI et PCF sont des partis de gauche et non d'extrême gauche. Parce que ça n'existe pas l'extrême gauche. Non, mais parce que souvent, tu sais, on aimait bien renvoyer Oui. Dos à dos. dos à dos, LFI et Je sais et pas RN. qui a fait ça. Je crois que j'ai l'impression que c'est le gouvernement, qui disait même qu'il n'était même pas dans l'arc républicain. Ouais. Hein. Et donc extrême gauche, c'est NPA et lutte ouvrière, me dit Mourad. Oui, c'est ça, ou LCR, des trucs comme ça. Oui, je m'en doutais. Ah, mais c'est intéressant parce que j'en parlais avec Gaël en plus hier. Je lui disais, c'est intéressant de se dire que LFI, donc la France Insoumise, devient un parti de gauche parce qu'en fait, ça, je trouve que dans l'échiquier, ça va jouer. Enfin, qu'on les nomme plus extrême gauche. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Non. Mais à Parce qu'ils le force... sont de fait, Ils sont... Bah, en fait, c'est ça, c'est que leur position. C'est c'est-à-dire SOSDEM que- même, C'est-à-dire que ça se rapproche. En fait, quand je pense surtout à la nouvelle garde, tu vois, Léaumont, Guiraud, Panot, Dufour, etc. Aubry et tout, ouais. Guettet. Bah, tu te dis bon, en vérité, ils défendent pas des idées qui semblent pas socialistes, pas de. C'est du PS gauche. dans le texte. C'est du PS. Franchement, ouais. c'est du PS Et canal historique. C'est juste que le PS qu'on a connu, qui est devenu plutôt pas Glucksmann, enfin quoi que si. Voilà, si, c'est lui. Mais... Antoven, machin. En fait, c'est devenu la gauche laïcarde. Réac, ouais, voilà, c'est ça. Donc le droitarde en fait. C'est ouais, tout. voilà, c'est ça qui. Printemps En fait, républicain, tout ça. ouais, voilà. En fait, le PS il est devenu de Manuel Valls. Ouais, bah voilà, exactement. Non, ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Le PS est devenu de droite. Bah ouais. Donc ça veut dire que l'extrême gauche devient de gauche. T'imagines quand même? C'est beau. On a tout tiré. Donc t'imagines c'est quoi l'extrême droite? Allez. Là on est au fond, On est vraiment au fond. Ouais, putain, elle est là-bas, là. On la voit plus, là. Elle est. Ou alors elle accueille tout le monde, C'est ce qui se passe aujourd'hui. Putain, ouais, c'est vrai. Très rapidement aussi, la liste d'Adecco, grand groupe, leader mondial de l'intérim. Quand même. 23 ans après le début de l'affaire, Adecco a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir établi un système de fichage racial afin de satisfaire les clients qui refusaient des travailleurs non blancs. Et ils ont écopé, 23 ans après l'affaire, ils ont écopé d'une amende. Je peux te dire que là, c'est la clé sous la porte. C'est fini. 50 000 euros d'amende. Wow. Alors Adecco, pour info, Bah c'est bien, ils vont licencier quelqu'un. c'est bien parce que j'ai internet en plus. Tu vois, ils licencient attends. quelqu'un, c'est facile, tac. Bah, terminé. oui, Hop, on rembourse. Adecco, c'est genre t'achètes juste moins de papier toilette là. Après, pour Adecco, c'est pas grand chose. Pour info, C'est- Adecco qui est un groupe qui est basé à Zurich en Suisse, qui est en bourse. Tu m'étonnes. Son chiffre d'affaires, il est sa capitalisation elle est de 5,9 milliards d'euros. Voilà. Un chiffre d'affaires de 23 867 millions d'euros. 458 millions d'euros de résultats nets. Ça, c'est quand on enlève les charges. Et là-dessus, tu leur fous un 50K d'amende. C'est budget Propre. café, littéralement. Et clair, D'un mois. d'un jour. Même. Je te jure. Non, mais sérieux, 50 000 balles. C'est honteux. Mais là, tout est honteux. 23 ans, déjà, trop. T'imagines s'ils ont fait déjà. appel? Mon Dieu. Un gros rat. Ah ouais. On fait Non, appel. on Mais fait c'est appel. scandaleux. Non, Mais là, il y a un vrai souci. Il y a quand même un sérieux problème où va falloir qu'on se clarifie sur cette question-là. Mais vraiment, c'est-à-dire que déjà qu'on colle plus au texte, c'est-à-dire qu'on doit condamner fermement et drastiquement les pratiques telles que celles-ci, parce que on n'arrête pas de le répéter. La France ne fait pas de statistiques raciales et c'est pour des bonnes raisons. En Ouais. tout cas, par rapport à notre constitution, et on trouve ça super important. Et alors que là, en fait, c'est un fichage, mais c'est nauséabond. Totalement. Bah moi je pousserais même à une investigation, il faudrait faire une action collective pour même avoir les noms des Ouais. entreprises qui demandent ce fichage, Ah, je te jure. Oui, ça aussi. Ouais, Il y a parce que dans c'est les super grave. Ouais. Dans les commentaires, il y a French Toons qui dit, je sais pas ce qui est le plus choquant. 23 ans Ouais. après le début de l'affaire ou te jure. 50K d'amende, quel pays de merde. C'est scandaleux. Et Tommy qui dit, ça leur fera le même effet que quand j'oublie la pièce de 1 euro dans le caddie. Mais c'est ça, je te jure. Ni plus ni moins. Mais C'est vraiment. Ah merde, j'ai laissé la pièce. Vraiment, ça va être ça. vraiment. Grand max. que c'est On honteux. va passer, avant d'attaquer le thème du jour sur la guerre, parce que Macron a réaffirmé que des opérations sur le terrain seront peut-être nécessaires, et on va revenir sur la façon dont il l'a annoncé devant notamment Anne-Sophie Lapix. C'était du génie. C'est Du Shadox. incroyable. On fait notre séquence préférée, le no comment. Vous connaissez le principe du no comment. Faire aussi, hein.
Comment? C'est aussi la séquence préférée des followers. Ouais, des followers, c'est vrai. Comme d'habitude, je vous lis des news. On n'a pas le droit de les commenter et vous pouvez le faire, vous, en commentaire sur les réseaux, mais qu'avec des gifs animés. Voilà, c'est un comment. Les bébés devront être aussi munis d'un billet pour assister aux épreuves des JO de Paris 2024. À la RATP, les contrôleurs touchent 10% des recettes des amendes payées sur place. Ah ouais. Le directeur de l'école catholique Sainte-Marie à Levallois a été surpris en train de se masturber dans la cour en pleine nuit. Il a été interpellé avec une seringue et des sextoys. Allez, le thème du jour, c'est la guerre. C'est la guerre. On va faire la bagarre avec les Russes. C'est parti, c'est la guerre. Emmanuel Macron, il est chaud. Il pense qu'on devrait se rendre lui, il va se rendre à Kiev dans les semaines qui arrivent. Ouais, il peut rester, hein, c'est bien. Il peut y rester. Sympa, hein. Il peut faire un travail d'études, un voyage d'études. Ouais, Sentinelle même, il reste, il monte la garde, il nous prévient. Et si jamais ça chauffe, on arrive pas, en fait. Mais on t'envoie tout notre soutien. On lui fait une guérite et tout. Voilà, c'est ça. Non, en fait, il a annoncé, il y avait qui avec Anne-Sophie Lapix? Morane. Gilles Boulot. C'est toujours, en fait, ils prennent les animateurs des 20h de France 2 et de TF1. Et donc, là, le président, il est venu, et Anne-Sophie Lapix a posé la question, est-ce que vous allez partir en guerre contre la Russie pour défendre l'Ukraine? Et quand elle lui pose la question, il répond, alors, déjà, bonjour, mesdames, messieurs. Si je vous demande, est-ce que vous allez vous lever après cette interview? Qu'est-ce que vous me répondez? Elle lui dit, oui, je pense que je vais le faire, oui. Voilà. Il a conclu en disant ça. Il s'est pris pour Maître Yoda, en fait. Non, mais le mec, il a voulu faire Zarma, tu sais, c'est Gandalf, en fait. C'est Gandalf la le bris. métaphore, elle est nulle. Mais faut qu'il y ait une métaphore pour qu'il y ait métaphore. Non, en fait, je crois qu'il a dit, est-ce qu'il y a une éventualité et que vous leviez, hein? Ah oui, est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de l'interview? Mais déjà, c'est con parce que c'est certain c'est certain qu'on va se lever, on va pas rester 15 ans pendant l'interview, genre on va comme as. Non, moi je reste, non, je suis bien. Je reste. Déjà, t'es con, déjà, tu dis un truc comme ça, déjà, c'est un truc de baiser. Et ensuite, après, le mec, non, mais vraiment, tu peux pas être plus con, tu vois, déjà, prends un truc, genre, nul. Est-ce que vous excluez de prendre l'avion un jour pour aller en Sibérie? Tu sais, un truc où il y a un flottement statistique possible, probabilité. Ouais, voilà, un truc de proba. Là, il a dit, est-ce que vous excluez de respirer là dans les 15 secondes? Non, j'ai pas le choix. Donc de décéder comme ça, dit l'émission. Vraiment, ça vous tente ou pas? Il a fait un truc de con. Franchement, là, j'ai pas compris. Et je sais pas. Nul. C'est quoi, ça se trouve dans son oreillette, son conseiller ou sa conseillère, elle a dit, putain, Manu, c'était pas ça, la métaphore. T'es chiant. Combien de fois on a essayé? On l'a travaillé, on était 16. Les meilleurs auteurs, ChatGPT, on t'avait trouvé un truc aux petits oignons, putain, il a tout niqué. Et donc, en gros, il te dit qu'il il exclut pas de partir en guerre, enfin d'envoyer des troupes. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, j'aime bien parce qu'ils disent pas partir en guerre. Jamais ça. Hein. Envoyer des troupes. Voilà. Envoyer des troupes. Le jour de gloire, il est là-bas. Allez-y. Ouais. Allez les gars. Alors c'est bizarre parce que ça quand même divise pas mal sur les réseaux, donc et dans mon entourage. On s'en fout des réseaux. Je vais parler de mon entourage parce que j'ai quand même pas mal de potes qui me disent bah ouais, mais en fait on n'a pas le choix, faut qu'on y aille parce que sinon Poutine il va débarquer. Wow. En Normandie. Non, pardon, je suis méchant. Ouais, c'est pour faire un revival. Voilà ça. Parce que passer par l'Alsace, pas ouf. Mais ils disent que Poutine va débarquer, donc on est obligé de faire quelque chose. Il y en a d'autres qui me disent bah ouais, mais ils sont cons les gens quoi. C'est normal que Macron dise ça parce que ça va faire comme avec Hitler sinon. Donc voilà, en fait. Et c'est à vous. C'est ce soir, pardon, j'écoutais. Et il y en a une qui disait il faut arrêter de dire oui, c'est des va-t-en-guerre, c'est ce qu'on attend nous aussi, c'est que on prenne quelqu'un qui prend des décisions parce que oui, effectivement, il faut que y ait quelqu'un qui le dise. Et c'est sûr que ça fait jamais plaisir d'être celui qui annonce la mauvaise nouvelle, mais pour autant voilà, il faut bien que quelqu'un le dise. Non, c'est jamais bien d'annoncer des conneries en fait. C'est surtout ça la réalité. C'est surtout ça la réalité. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise nouvelle, faut juste réfléchir à un moment donné. Que nous dit en fait regarde, je voulais te lancer
sais, sur on appelle ça la belligérance. Ouais. C'est le fait de vouloir partir en guerre. Tout à fait. C'est un mot que vous allez, si vous écoutez les chaînes d'infos, qui ressort un peu souvent. Et Les arguments bellicistes aussi. Bellicistes, voilà. Et on parle de ça en référence aux propos de Macron. Et toi, tu penses qu'il y a toute une logique autour de ça. Tu me disais, on en a parlé en amont, que parfois qu'on trouverait toujours de bonnes raisons et valables de partir en guerre, tout autant qu'il y en a de bonnes de ne pas partir. Littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ça. En gros, tu vois, à travers le monde et à travers l'histoire, mais vraiment, tu peux toujours trouver des bonnes raisons de partir en conflit. Et c'est un peu ça d'ailleurs, justement, que montre mal ce qu'on appelle en général justement la géopolitique. C'est pour ça que je t'avais dit justement, je me suis dit, il faut des fois un peu clarifier parce que je remarque beaucoup, je le vois pas pas par rapport à ton entourage, hein, de manière générale, on le voit sur les réseaux. Je parle pas d'LCI puisque LCI c'est juste après-demain qu'on va partir en guerre si on les écoutait. Ah ouais. Ouais, non mais c'est parti hein, eux pour eux on est déjà en guerre. Sur LCI c'est limite sur un plateau de guerre. Hein. À chaque fois un général, à chaque fois un général, à chaque fois un général. Ils ont un casque et tout. Ah ouais, c'est limite ça. Je te jure, c'est limite ça. Donc, en gros, le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, parce que même quand on parle de géopolitique, d'abord, on va faire ça tranquillement. Ouais. Aux petits soins. Ouais, voilà. La première chose, essayer d'un petit peu sortir du raisonnement brevet des collèges. Je suis super méchant, mais je fais ce que je veux. Parce que concrètement, le truc, c'est que, oui, les Sudètes, les accords de Munich, la ligne Maginot, c'est très bien, vous avez bien appris vos cours, parce que c'est en 3e, une enfant qui est là-dedans, donc vous inquiétez pas, je connais bien, mais concrètement, c'est que, il faut faire très attention d'ailleurs de comparer l'incomparable. Le principe, c'est que, lorsqu'on pense à ces questions de conflit, déjà, évidemment qu'il y a des similarités dans des situations, par exemple, d'invasion de territoire, etc. Mais juste, on va poser un truc important. Alors là, je vais le balancer un peu durement, mais c'est important. Vas-y, on est prêt. C'est que il va falloir déchanter pour comprendre d'abord que la Première Guerre mondiale, tout comme la Seconde Guerre mondiale, alors je vous le dis tout de suite, je crois que je l'ai déjà dit en plus, mais il n'y a pas de gentils. Voilà, comprenez-le clairement. Il n'y a pas de gentils à la Première Guerre mondiale et il n'y en a pas plus à la Seconde Guerre mondiale. Alors par contre, évidemment qu'il y a des méchants plus méchants que d'autres. C'est sûr que quand il y a un groupe de méchants qui a tendance à déporter des pauvres gens, les mettre dans des camps et faire des trucs ignobles sur eux, en l'occurrence les nazis avec les juifs et d'autres peuples, eh bien ouais, là c'est très hardcore. Mais ça ne veut pas dire que les autres en face sont gentils. Mais on a beaucoup joué là-dessus. Parce qu'il faut quand même pas oublier un truc, ça c'est le principe de base. Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, quasiment tous les belligérants, à l'exception des soviétiques, mais je reviendrai sur ce dossier, et même à l'exception des Allemands, à un moment donné, mais avec quelques nuances, sont tous des colonisateurs. C'est-à-dire des gens qui envahissent des peuples et des communautés des nations, qui procèdent à des massacres et qui font du très sale dans ces pays-là. Donc concrètement, en fait, c'est ça qu'il faudrait bien comprendre. C'est que ces pays ont embarqué plein de monde dans la guerre, ont envoyé plein de pauvres gens à la mort certaine, parce que ils étaient dans des logiques parfaitement coloniales. Si on se concentre, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, vous verrez que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre de colonisation, c'est une guerre qui permet en fait de saisir et de bloquer des voies de passage qui sont ultra importantes, en l'occurrence le Moyen-Orient. C'est l'axe principal de la Première Guerre mondiale, c'est pas Verdun. Ah ouais? Non, ça, c'est du gros baratin. Non, vraiment. C'est pas la Rhénanie. Non. C'est le Moyen-Orient. Des Dardanelles jusqu'au nord de l'Arabie. Parce que c'est le point de passage le plus important à contrôler. D'abord par le pétrole. Parce qu'il fallait récupérer des pays pétroliers qui étaient tout juste, qui venaient à peine d'émerger, on venait à peine de comprendre qu'il y en avait là-bas, l'Irak, la Syrie, etc., l'Égypte, et donc qui étaient déjà colonisés d'ailleurs au demeurant par les Britanniques et les Français. N'oublions pas, mais ça par contre c'est très compliqué parce que si vous êtes resté au brevet des collèges, ça va être difficile de passer à l'étape lycée, puis ensuite l'étape université, parce que ce n'est que là malheureusement à la fac qu'on apprend, et ça pour peu qu'on fasse histoire en licence, qu'on apprend que la France et la Grande-Bretagne ont pratiqué des guerres crapuleuses, comme s'il n'y en avait pas qui n'étaient pas crapuleuses, mais des guerres crapuleuses qui s'appelaient très joliment les guerres d'opium. Ouais, c'est la France et la Grande-Bretagne qui avaient envie de démanteler l'Empire chinois. Voilà, ouais, tu vois la culture là, c'est gentil ça. Ouais, ils voulaient démanteler l'Empire chinois. Je le fais très vite, d'accord, mais vous allez voir, il y a des références là-dessus. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils faisaient?
ils ont essayé de dealer, je rigole pas, de dealer de la drogue dans la bureaucratie chinoise impériale, qui était l'une des démocraties, des bureaucraties les plus développées du monde, très serrée, bien huilée, c'est un grand empire. Et pour en fait les affaiblir et réussir à démonter en fait l'empire chinois. L'empereur chinois le remarque. Évidemment, il a des services de renseignement. Il sévit, il interdit radicalement la drogue et l'opium dans tout l'empire. Et il met en place des mesures très dures et strictes là-dessus. Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à la Chine. Ça s'appelle les guerres d'opium, il n'y en a pas eu qu'une seule. Hein. Et c'est comme ça que les Occidentaux ont réussi à avoir Pékin, Shanghai, Hong Kong et Taïwan. Et ça va devenir des comptoirs. Shanghai va être libéré très tôt, mais Hong Kong va rester britannique jusqu'en 92. Hein. Et c'est vrai que même là, ils ont un statut particulier, Hong Kong. Ils sont pas totalement pas chinois, mais, vraiment. Voilà, mais tu vois, en gros, ça, c'est un vestige des guerres d'opium. Hein. Et là, on est méchants. Hein. Là, on est les méchants, hein, qu'on soit bien clair. Hein. La France et la Grande-Bretagne, on est des grands méchants. Et donc, c'est dans cette même logique. Hein. Vous comprenez? Rendez-vous compte, la quasi-totalité de l'Afrique est colonisée dans le début du XXe siècle. La quasi-totalité. Et ils sont colonisés par qui? Par les fameux gentils qui se battent contre les méchants allemands. Donc les méchants allemands, en fait les méchants nazis surtout, sont très méchants. On le répétera jamais assez. Hein. Ils colonisent une partie du Cameroun pendant un petit moment, mais c'est une courte aventure qui ne vont pas réussir à gérer longtemps. L'Italie, pareil, va essayer tant bien que mal de coloniser la Libye, sauf que ça sera toujours un franc échec. Ouais. Et donc, par rapport à tout ça, c'est ça qui est un peu gênant. C'est que là, on va sortir de la narration très binaire, très classique qu'on a à l'école, parce que c'est normal, on vous construit ça, vous êtes des enfants, au début, on est tous enfants, donc on se dit, ok, on va faire ça. C'est plus simple de comprendre. Voilà. De se dire, voilà. Bon, c'est un peu propagandiste quand même, hein, mais. Oui, mais de dire, les parce que c'est pas vrai, hein. Voilà. Ouais. Tu sais, les gentils alliés, héroïques. Non. Faut savoir ce que les Américains ont fait quand ils sont débarqués, hein. Est-ce que j'ai vous dire, t'as pas le droit de dire ça? Si, je le dis, parce qu'ils l'ont fait, hein. Ah, ils ont fait du sale, ils ont rasé des villes entières. C'était même pas nécessaire. Donc, mais en Allemagne, ils ont dit, allez, c'est parti. Allez, open bar, Dresde, allez, on l'élimine de la surface. Göttingen, la plus grande ville universitaire d'Allemagne, mais vraiment la plus grande ville universitaire d'Allemagne. Hein. C'est là où les plus grands esprits mathématiciens et physiciens ont été produits. Einstein y est passé. Hein. Ah oui. Pas Heidegger. Heisenberg et tout. Les plus grands esprits mathématiciens ont été produits par Göttingen. Ils l'ont rasé. Cette ville n'existe plus aujourd'hui. Tu te rends compte? Il n'y a pas de base militaire. Hein. Il n'y a aucune base militaire. Il n'y a même pas de camp. Il n'y a rien. Donc il y avait une stratégie. Mais bon, bref, je vais pas faire le costard des États-Unis aujourd'hui, ça va être, j'ai pas le temps. Mais concrètement, mais c'est pareil, hein, parce qu'après, vous inquiétez pas, j'ai un bon petit dossier pour les soviétiques aussi, mais qu'il faut bien comprendre aussi. C'est ça qui est un peu traumatisant, mais qui est important de comprendre en termes de système de valeurs, en termes de philosophie, en termes d'histoire et de politique. C'est que la Première Guerre mondiale était une guerre crapuleuse, où en fait un mélange entre des financiers qui en voulaient plus de la colonisation et une colonisation qui devenait de plus en plus vorace et qui a voulu se débrider. Et là aussi, c'est pour ça qu'on a voulu aussi démanteler un grand empire qui lui était effectivement semi-colonial, on pourrait dire, l'Empire ottoman, hein, parce que la mise sous tutelle de l'Algérie, qui n'appartenait plus déjà à ce moment-là à l'Empire ottoman, mais de la Libye et de l'Égypte, c'était assez compliqué. Les Arabes n'étaient pas très contents, machin. Et donc ils ont exploité cette situation. Les Européens occidentaux ont mis en place une guerre. C'est la première cible de la Première Guerre mondiale, c'est l'Empire ottoman, c'est pas l'Allemagne. L'Allemagne était alliée des Ottomans. Donc elle a littéralement défendu les Ottomans d'une guerre qu'on a surtout voulu déclarer à l'Empire ottoman. C'est ça ensuite les accords Sykes-Picot qui a fait la Grande Syrie, etc. Bon, là je fais supra vite, mais vous là aussi vous n'hésitez pas de toute façon à fact-checker. Et je donnerai les. Ouais, ça c'est facile parce que c'est du basique en plus, on n'est pas dans les détails. Mais je donnerai les références parce que ça sera super important sur les guerres d'opium. Ouais, déjà la guerre d'opium. T'as un livre là en tête histoire du monde du 19e siècle. Histoire du monde du 19e siècle. C'est Hatier, c'est des collections qui sont super bien faites pour les licences et c'est très accessible en vrai, hein, ça se lit facilement, c'est super bien, c'est choquant. Dans la description. C'est choquant. Là, vous comprenez la fabrique coloniale, vous comprenez la voracité de certains pouvoirs, vous commencez à comprendre aussi un truc important, c'est que le 19e siècle voit l'émergence de systèmes politiques qui font croire qu'ils sont démocratiques, mais qu'en réalité, ils se font toujours au détriment des peuples. D'abord, des peuples étrangers colonisés, parce que c'est la phase coloniale la plus ignoble du 19e siècle, mais aussi au détriment des peuples autochtones, si on peut dire. Autochtones même des pays colonisateurs. Parce que les peuples, ils vont à la mine, ils ont des conditions de travail ignobles, etc., etc. Et c'est, en quelque sorte, faut inscrire ça dans cette histoire j'ai envie de dire, cette histoire longue de contre-révolution. La Révolution française avait pour objectif d'émanciper les gens, de faire en sorte qu'ils soient le plus libres possible, qu'ils décident, qu'ils prennent
leur destin entre leurs mains, c'est cette fameuse phrase de Lincoln, fameuse phrase qui n'existait que de courts instants dans l'histoire, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, c'est simple, à partir de Napoléon III, Baldinguet, Napoléon, comme l'appelait Victor Hugo, Napoléon III, c'est la contre-révolution. Ça y est, on commence à revenir en arrière. On revient progressivement dans un ancien régime. Et on peut l'appeler 4e République, on peut l'appeler 5e République, on peut l'appeler je ne sais quoi. En réalité, on revient toujours progressivement en arrière. Et c'est toujours ponctué, il y a plein de textes là-dessus, par des guerres. Parce qu'à un moment donné, quand t'as peur que ça se révolte trop, quand tu crains que ta population, elle tienne plus trop en place, c'est une solution très utile et pratique, coûteuse dans certains points, mais pas tellement, si t'as beaucoup de privilèges, la guerre. Ah ouais? Oui, allez-y les gars, allez la guerre, c'est bien. Si, c'est très bien, vous allez voir. Ouais, mais on veut pas. Mais tu te rends compte quand même le concept, parce que ça c'est super intéressant, même en termes d'inédit. C'est tout un truc sur l'histoire militaire. Avant, c'est les seigneurs qui faisaient les guerres. C'est les nobles qui faisaient les guerres. Ouais. Et pourquoi les seigneurs faisaient les guerres? Pour les terres. Ouais, c'est ça, pour obtenir des terres. Voilà. Soit pour obtenir des terres, soit pour défendre des terres. Ouais. Donc des fois, justement, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que progressivement, ils faisaient un lien avec les rois, parce que généralement, le roi n'était qu'un seigneur avec des terres un peu plus importantes ou un prestige un peu plus important. Progressivement, je le fais très vite, 13e, 14e siècle, on arrive à ce qu'on appelle l'absolutisme royal. Le roi va vouloir s'assurer qu'il est, lui, le patron de tout un territoire, et il va faire ça au début par la force, et puis ensuite, il va utiliser la méthode de la loi, même avec un peu de religion. Et c'est comme ça qu'il va réussir à créer ce qu'on appelle une grande souveraineté, une souveraineté générale, la souveraineté absolue. Et à partir de là, en fait, les seigneurs vont devenir en fait des nobles qui tiennent en fait des parties de terre de la terre et qui vont avoir des échanges de bons procédés avec le roi. Tout ça va installer la féodalité, puis ensuite progressivement ce qu'on appelle l'ancien régime. Et l'ancien régime va faire quoi? C'est que pour garder ces terres et les entretenir, il faut des gens. Et les gens, c'est le bas peuple, c'est le tiers-état, c'est les paysans. Donc, comprenez bien que la question même de la Révolution française et de la démocratie dans le sens noble du terme consiste précisément à renverser tout ça. Il faut renverser ce régime-là. Mais renverser cela, ça signifie en fait que le peuple va prendre ses droits pleinement, les droits de s'autodéterminer. Quand on faisait des guerres à ce moment-là, d'abord, les seigneurs allaient et en fait, il fallait avoir les moyens, il fallait avoir une arme et un minimum de formation. Des fois, on prenait des mercenaires parce qu'on les payait, les gens. Ouais. Et il y a un changement dans l'histoire, en quelque sorte, si tu veux. C'est-à-dire que après la Révolution française, et là on arrive justement dans le bon 19e siècle, les guerres vont commencer à devenir beaucoup plus massives et on quitte progressivement un truc qui est antique, qui date depuis l'Antiquité, c'est les guerres de champs de bataille, ce qu'on appelle les guerres classiques. Ouais. Ça se retrouve dans une étendue, une plaine. Et voilà, exactement. Et ça se court parce l'un vers l'autre. Il y avait un minimum, on va dire comme ça, d'honneur, qui consistait on épargne les innocents. Ça veut pas dire qu'ils étaient toujours épargnés, parce que même en Antiquité, ils se faisaient massacrer des fois les villageois. On va sur un champ de bataille. Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs qu'on appelait le champ d'honneur. C'est comme ça qu'on l'appelait. On disait mort. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on dit mort sur le champ d'honneur. Dans le champ de bataille. Et mais là où il y a une nouveauté qui est introduite par la Première Guerre mondiale, en substance, c'est qu'on va forcer des gens à aller se battre. Ah. Et on les fusille. Il y a des Français qu'on fusille parce qu'ils veulent pas aller. Ils veulent pas y aller. Ah, comment on appelle ça quand les gars refusent ou partent ou fuient l'armée? Ouais, les déserteurs. Ouais, les déserteurs. Et ça, alors cours martial et tout, oui, ça, attention. Mais ce qui est marrant, c'est que oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, en fait, avant, c'était surtout pour les soldats engagés. Sauf que quand on va mettre une conscription, c'est-à-dire on va dire à tout le monde il faut y aller, mobilisation obligatoire. Ah oui, comme ils ont fait en Ukraine un peu. Oui, d'ailleurs c'est vrai. Ouais. Et ben en fait, là tu forces tout le monde. Et il dit ouais mais moi je veux pas me battre. Non, tu vas y aller en fait. Et si tu vas pas, on va te flinguer. Alors qu'on soit clair, tout le monde s'amusait à faire ça. Les soviétiques c'était une dinguerie. Il y avait carrément des officiers derrière qui s'assuraient de si quelqu'un voulait revenir sur ses pas, ils le flinguaient. Waouh. C'était dément. Mais c'est là que tu vois. On rentre dans une folie furieuse, en fait, dans toute cette question, guerrière et belliciste. Et donc, pour revenir, je disais Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, de comprendre une chose, c'est que, en fait, c'est l'appétit vorace de quelques-uns qui ne représentent en aucune façon le peuple, avec des mobiles et des intentions qui sont juste, mais complètement dégueulasses, entre colonisation, extermination, expansion d'espace vital pour les nazis, etc. Tous avaient leurs raisons, et tous avaient des raisons dégueulasses. Ouais. Et ça a tué des millions de gens. Des dizaines de millions. Elle est là, la première leçon que nous devons retenir.
C'est les Sudètes, il faut pas faire la paix avec un nouvel Hitler parce que sinon mais non en fait, arrêtez de croire que le problème n'était que Hitler. Mais ils disent que la diplomatie elle marche pas. Mais c'est pas vrai ça c'est pas vrai, mais c'est pas vrai du tout parce que le truc c'est que encore une fois, il faudrait qu'ils veuillent la paix. Il faudrait vouloir la paix. Ouais, toi, tu penses qu'en fait, dans les faits, tu sens que les gars... Parce que demain, mais en gros, vas-y, notre généralissime Macron, fais un référendum. Vas-y, chiche. Fais-moi un bon petit référendum des familles, on va voir. Tiens, on va bien se marrer. Tu vas voir que ça va donner. Et j'invite tous les peuples européens à le faire. Et là, on va bien discuter. Alors, qu'est-ce qu'ils diront tous? Ils diront, oui, mais Poutine, il fait pas de référendum et il foncera. Mais le truc, c'est, et là, j'arrive maintenant sur la question plus concrète. Poutine, évidemment, a ses raisons qui peuvent être parfois complètement fantasques, comme elles peuvent être parfaitement réalistes ou pragmatiques. Les Russes ont une manière de gérer pour pas essentialiser les choses, parce que c'est là où je reviens. C'est ce que tu vois, ce que je disais quand la géopolitique, c'est pas une science, par exemple. Les gens, ouais, c'est pas de la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas une science, hein, c'est une méthodologie, c'est une approche qui associe la géographie avec les faits politiques. C'est tout, hein. Donc il faut maîtriser la science politique pour mieux comprendre les choses, et il faut maîtriser la géographie, mais surtout l'histoire. En rajoutant d'ailleurs quelquefois l'anthropologie. Parce que si vous n'avez pas tous les paramètres, c'est ce qu'on appelle, tu sais, les principes fondamentaux de la connaissance pertinente. C'est quoi les principes fondamentaux de la connaissance pertinente? C'est lorsque tu prends en compte ce qu'on appelle la complexité d'une situation. C'est-à-dire que toute donnée, en l'occurrence la question du conflit avec la Russie, ou le conflit entre Russie et Ukraine, et de manière générale les autres conflits qu'on a dans le monde, il faut prendre en compte le global. Ça veut dire qu'en fait, le conflit Russie-Ukraine n'implique pas seulement la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est évident. On l'a vu sur nos factures d'électricité et de gaz. Par exemple. Ouais, oui. C'est malheureusement le moins évident. Mais c'était le moins logique. Non, et sur les pénuries de moutarde. C'était la moutarde c'est très de Dijon, logique, voilà, tout à fait. À cause de la guerre en Ukraine. Mais en Espagne, non. Mais bref. Donc, mais c'est-à-dire qu'il y a un immense contexte, en fait, de basculement des grandes puissances, le fait que les BRICS gagnent de plus en plus en puissance, que les États-Unis sont en train de s'effondrer, que l'Europe est en train de se liquider démographiquement, et que, oui, tu vois, c'est ça le global. Que les grandes idéologies sont en train de littéralement disparaître, que ce soit même le communisme ou le socialisme, ou encore des pensées comme justement même le socialisme, on est en train de voir qu'il est en crise, même le libéralisme, plus personne ne sait ce que ça veut dire. On parle juste de la prédation maintenant capitalistique. Et donc quand tu pars de ça, là, c'est le global. Tu prends en compte toutes les données globales. En fait, c'est l'époque, c'est les évolutions naturelles de ce qui se passe. C'est avoir une vision du grand ensemble. Tu rajoutes à cela une approche du contexte. Là, c'est-à-dire que tu prends un peu plus précisément ce que tu veux analyser. Si tu veux analyser l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, alors tu vas prendre le contexte. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait Poutine, non pas il y a 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce qu'il fait depuis 25 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé même avant lui, et qu'est-ce qui se passe autour de lui. Comment les gens ont réagi en face. C'est quoi l'OTAN? Pourquoi l'OTAN a-t-elle financé des groupuscules d'extrême droite, mais littéralement nazis, en Italie et en France pour faire des attentats? Ouais, ça, vous allez voir, c'est un truc de fou. Ouais, mais ça, on n'enseigne pas en histoire géo. Mais pourtant, c'est un truc dégueulasse pour se battre contre des militants d'extrême gauche, comme on les appelait encore. Ah ouais? Et anarchistes, c'est un truc de fou. Et attention, il y avait terrorisme, torture, assassinat ciblé, etc. L'OTAN qui met le billet, hein. Donc non mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir le grand chapitre de la guerre froide. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide? Et de comprendre c'est quoi la crise des missiles cubains. Pourquoi les États-Unis ont menacé littéralement de détruire la planète? Parce qu'ils étaient très fâchés que des méchants missiles, ils avaient pas tort, hein, que des méchants missiles s'installent à Cuba. Cuba, un allié parfaitement officiel de l'Empire soviétique. Donc ils avaient le droit de le faire. C'est un allié. Et c'est exactement ce que la Russie est en train de reprocher à l'Ukraine. Mais oui, parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il y aura une base en Ukraine de l'OTAN. S'il y a une base de l'OTAN en Ukraine, donc une base américaine, qu'on soit bien clair, alors il y aura des missiles américains qui pointeront à même pas 400 km de Moscou. Comment, je vous le dis très gentiment, comment Moscou peut accepter ça? En fait, elle ne peut pas l'accepter. Je m'en fous de Poutine. Poutine est un malade mental. Concrètement, parce que moi, le chapitre de Poutine est un fou, je l'ai ouvert depuis très longtemps. J'ai pas attendu l'Ukraine et les larmes de crocodile de nos politiciens. Faut regarder Grozny et la Tchétchénie. Il l'a rasé, Grozny. Et ainsi que ses prédécesseurs. Donc c'est pas un tante, c'est pas un gars que je kiffe et tout. Faut arrêter de délirer. Mais concrètement, tu vois, le sujet en fait il est là. Mais c'est ça, tu vois, c'est pour ça que t'as vu là on a fait global contexte, c'est juste quelques morceaux. Quand tu prends le contexte, c'est situation précise, le passé et la question des actions-réactions.
Et quand tu penses que les États-Unis, ils ont été exactement dans la même situation avec Cuba. Mais oui, mais tu sais qu'ils ont dit, mais d'ailleurs à tel point que les soviétiques il y a eu de la diplomatie, mais diplomatie hard, hein, c'est-à-dire que c'est là le fameux téléphone rouge. C'est à ce moment-là, c'est là que ça s'est situé. Parce que tout le monde a flippé. Et ils avaient raison de flipper, parce que c'est pas bien qu'ils fassent la guerre. Tout le monde flippait parce qu'ils pensaient à le nucléaire. Mais de l'autre côté, certains diraient, ils allaient pas utiliser le nucléaire, ça allait être sûrement un conflit de forte intensité. C'était ça la baie des cochons, là? Oui, tout à fait. Enfin, il y avait une mission, je crois, une opération de la CIA, un truc comme ça, qui a foiré d'ailleurs au passage, parce qu'ils voulaient faire du renseignement pour vérifier, etc. Mais en gros, moi je comprends que les États-Unis étaient effrayés d'avoir des missiles pointés sur eux. C'est là pareil, hein. La Floride et tout, la Washington, c'est tout près. Eh ben, c'est la même chose. Donc, arrêtez de faire la pudeur de bonne sœur en disant, on comprend pas pourquoi Poutine est devenu fou, il veut envahir le monde. En fait, il veut pas, Poutine, parce que les soviétiques n'ont jamais eu, de logique expansionniste, depuis, la fin de l'URSS. Oui, en fait, c'est ça, c'est que, après, même la logique expansionniste, si tu veux, on va le dire de manière très neutre. La logique expansionniste, elle peut exister tout le temps. Dans le sens, même pour la Russie, tu sais, c'est un peu, ça c'est du Machiavel. J'aime pas Machiavel, hein. Les gens, tout le monde kiffe, mais j'aime pas Machiavel, c'est trop nul. Mais bon, c'est comme trop pouvoir dire ça, moi. C'est comme les gens qui s'amusent avec Sun Tzu, parce qu'en fait, ils comprennent pas les implications de ce qu'il dit. Mais, ça, on y reviendra, j'espère, j'aurai le temps. Mais, concrètement, en fait, Machiavel te dit qu'en 3 temps, que la logique du pouvoir, là-dessus, il a pas tort. La logique du pouvoir, c'est comment je fais pour l'attraper, pour l'avoir le pouvoir. Ensuite, comment je fais pour le maintenir, pour le garder. Et du coup, si je dois penser à le maintenir, alors il faut que je les tente. C'est pour ça qu'en quelque sorte, et ceci n'est pas faux, on le voit en sociologie, on le voit en psychologie et on le voit en anthropologie, même philosophiquement d'ailleurs, le pouvoir, parce que le pouvoir c'est mal, mais ça on définira une autre fois, le pouvoir, par sa propre logique, doit s'étendre. C'est ça le problème du pouvoir. Et c'est là qu'arrive quelque chose de merveilleux qui s'appelle la diplomatie. D'ailleurs, pareil, hein, les Ottomans ont beaucoup développé la diplomatie. Hein. Tu sais, c'est dès le XIIIe siècle qu'ils vont développer le concept d'ambassadeur. Eh oui, hein, on se demande les origines, c'est quoi de la diplomatie? Eh ben, c'est ottoman. Voilà. Ah, c'est bizarre, c'est des musulmans. Ah, c'est parce que c'est pas des gros malades mentaux? Bah non, en fait, c'est même le contraire. Et c'était très raffiné, justement, avec tout un système, des fois un jeu de dupes, mais c'est le principe. Ouais. C'est comment on fait pour régler des conflits, parce que même parfois, comme là pour le coup, le disait très bien Sun Tzu, la meilleure des victoires, c'est les batailles que tu n'es pas obligé de mener. C'est essentiel. Et donc, par rapport à cela, quand tu vois cette question de diplomatie, comme je le dis, il y a autant de bonnes raisons pour que les États-Unis mettent la terre à feu et à sang parce qu'elle se sent menacée, que la Russie de faire la même chose. Et sur la logique expansionniste, comme tu l'évoques, oui, peut-être qu'elle veut reprendre un petit peu comme elle a fait avec la Géorgie, reprendre la mer Noire, etc. Mais là où il faut faire très attention, justement, c'est quand on va surpsychologiser la politique, en se disant que, oui, Poutine, il veut envahir toute l'Europe. Mais où vous avez vu ça et quand vous avez vu ça? La Russie ne l'a même jamais fait. Même quand elle était encore 10 fois plus forte qu'aujourd'hui, elle n'a pas été capable de le faire. Ça, c'est d'une. Et de deux, mais attendez, vous avez oublié un petit détail. Il n'y a pas un truc qu'on a inventé en 48, en 45 exactement, la bombe atomique. Vous croyez que ça va se passer facile? Vous croyez que là, la France, elle va regarder les Russes arriver en Normandie et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Qu'est-ce qu'on a comme arme? Comment on peut gérer ça? Mais faut arrêter de délirer. Et le truc, c'est que certains vont dire, oui, mais alors faut montrer les gros bras. Vas-y. Et puis déjà, vous le montrez, ça va, hein, c'est bon. Ouais. Vous avez fait de l'Ukraine un espace de conflit. C'est les Ukrainiens qui payent la note, hein, malheureusement. C'est toujours la même chose. Les Ukrainiens pauvres, hein. Ouais, parce que pareil, il faudra revenir. Tu sais que l'Ukraine était un des grands espaces ça c'est quand même assez dingue. Un des grands espaces il y a plein de données en fait de dons de PMA en fait. On a des mères porteuses, etc. Oui, c'est vrai. Il y a un truc de ouf là. Depuis 2002-2003, on ne fait plus de recensement en Ukraine. Ah. En fait, les Ukrainiens ne savent même pas combien ils sont, ni qui ils sont. T'es Ukrainien toi aussi? Ah bah merde. Ah non, mais je pensais pas. Et en fait, quand tu prends tout ça, tu comprends en fait que, comme je disais, et là on arrive, encore une fois, je dis juste le contexte. Maintenant, il reste encore deux éléments à appréhender pour avoir une connaissance pertinente. Le complexe, qui vient de complexus, c'est-à-dire les tissages des parties différentes entre elles. C'est-à-dire que oui, pour le coup, le conflit ukrainien, le conflit israélo-palestinien, le conflit sino-taïwanais, tout ça rentre en compte. Le conflit dans le Kivu de RDC et Rwanda,
Tout ça, c'est ce qu'on appelle les éléments complexes que tu dois relier pour comprendre les enjeux. Enjeux économiques, enjeux stratégiques, enjeux idéologiques, etc., etc., enjeux politiques. Et donc, tu vois, et ensuite, et c'est pas fini, il nous faut le multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a dans toute cette analyse-là une dimension spatiale, une dimension sociale, une dimension économique, une dimension sociologique, une dimension philosophique, une dimension anthropologique. C'est chaud, hein. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens, en fait, je vais vous dire la vérité, faudrait que tout le monde se dise, je sais pas. Pour l'Ukraine, je sais pas. Pour la guerre, aucune idée. Je comprends pas déjà. Je comprends que dalle. Alors, ça donne cette impression-là, mais pour dire quoi? C'est pour vous dire que c'est pas pour faire semblant de, c'est trop compliqué. Parce que c'est trop compliqué. Mais c'est surtout que c'est ça, en fait, quand on parle de la question de c'est pas manichéen. Exactement. Et surtout pas quand c'est pas les peuples qui s'en mêlent. Parce que, tu vois, quand je t'avais parlé de cet exemple, lorsque la France réalise quelque chose qui est assez fort et énorme, c'est pas du chauvinisme, hein, c'est parce que c'est factuel. La Révolution française, on guillotine un roi quand même, hein, faut se rendre compte, hein. On ken un roi, oui, c'est bon, là tu sers plus à rien. Et il faut comprendre que dans l'esprit de ceux qui le font, un roi, un président, un duce, un guide, un tsar, c'est pareil, hein. Et ça, ils l'ont tout de suite compris, les autres nobles à côté. Quand on a fait ça, toutes les couronnes autour de la France, on dit oh là là, on va pas les laisser faire là, c'est pas possible, surtout qu'ils ont tous des liens de famille et des liens dégueulasses. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Invasion. Ouais, des troupes menées par ces couronnes envahissent la France. Elle vient de là, la Marseillaise, hein, aux armes citoyens, hein, c'est la mobilisation générale, hein. Donc oui, c'est assez ouf, etc. Mais même les textes ont l'air un peu hardcore, mais en réalité, il y a un aspect allégorique et philosophique qu'on peut retenir. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, c'était littéralement une mobilisation générale du peuple contre ceux qui voulaient anéantir cette volonté du peuple. Et c'est là qu'on comprend ce qu'on appelle, là, pour le coup, aussi, les situations de guerre, de défense, de guerre, comme disent même dans la littérature chrétienne, la guerre juste. Et ce qu'on appelle aussi, dans une manière philosophique, la résistance. Donc, évidemment que le peuple ukrainien se défend d'une invasion russe. C'est évident. D'accord? Mais avec toute la complexité, encore une fois, parce que j'ai même pas ouvert le dossier de orthodoxe, catholique, orthodoxe inféodé à Moscou, orthodoxe inféodé à Constantinople. Ah ouais, c'est très compliqué, hein. Entre les catholiques aussi ukrainiens, entre les juifs ukrainiens et les musulmans ukrainiens. C'est compliqué, les amis, hein. Ah ouais, oui, mais quand on veut ouvrir un dossier, faut l'ouvrir réellement. Faut pas regarder LCI. Ouais, ça va pas marcher. Ça va vraiment pas marcher. Et donc, tu vois, et là que, je termine là-dessus, je pense, c'est ça. Donc c'est qu'en fait, c'est que parce qu'il y a, on termine un peu sur cet élément-là. On le voit, il y avait si tu veux, et ça ouvrira une fenêtre qu'on explorera une autre fois, mais il y a un immense penseur que j'adore, je le trouve merveilleux. C'est un penseur chinois qui s'appelle Mozi, M-O-Z-I. Mozi. D'accord, vas-y. Mozi. Il y a un livre qui s'appelle Mozi, œuvre choisie. D'accord. Œuvre choisie. C'est plusieurs textes en fait, on retrouve aussi quelques éléments de sa réflexion dans un excellent livre que je recommande aussi, c'est Histoire de la pensée chinoise, dirigé par Han Cheng, qui est un excellent livre, qui permet d'ailleurs aussi de comprendre la pensée chinoise d'abord passée, et elle a fait le même livre pour Histoire de la pensée chinoise, la pensée chinoise d'aujourd'hui, contemporaine. C'est super intéressant, parce que là aussi, tu vois, il faut comprendre, quand tu as un peuple en face de toi, qu'il veuille la guerre ou la paix, il faut le comprendre. Quoi qu'il arrive, il faut le comprendre. Et Mozi, justement, qui est ce qu'on appelle un continuateur et réformateur du confucianisme. D'accord. Tu vois, en fait, il vient un siècle après Confucius. Ouais. On est en moins 200 et quelques. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, moins 300, moins 200. Le gars, il est dans un contexte où la Chine, t'as plein comme des seigneurs qui se font la guerre. Et c'est même limite, c'est des royaumes, c'est ce qu'on appelle la période des royaumes combattants. D'accord. Donc, tu vois, il y a plein de guerres dans toute la Chine. Et lui, ça le choque totalement, parce que il voit que les gens intelligents et les gens bien, ils se mettent de côté et ils restent un peu dans leur délire de c'est bien de penser, de faire nos trucs bien. Tu sais, ils sont confucianistes, comme on dit, bien, un peu comme des religions. C'est pas tout à fait comme une religion, mais tu sais, ils se consacrent à des bonnes choses et ils s'éloignent de la guerre. Et à chaque fois qu'il y a une guerre qui s'approche, il dit bon, on se barre. Ouais. Et là, Mozi dit ouais, mais non, en fait, parce que si on continue de faire ça, en fait, la guerre sera partout. Et en fait, rien ne survivra. Et donc, c'est vrai, il a une énigme. Alors, du coup, faut faire quoi? Comment on fait? Et lui, il réfléchit. Et là, il se dit, c'est assez spirituel, hein, c'est philosophique. Il dit, il y a un manque de compassion. Il y a un manque d'amour. Il dit, parce que tout ce qui provoque, en fait, l'hostilité d'une personne envers une autre, c'est un manque d'amour. C'est que cette personne est incapable d'aimer l'autre. Et s'il est incapable d'aimer l'autre, c'est qu'il est incapable de s'aimer. Et donc là, il faut comprendre, en fait, où réside ce problème d'amour.
Et là, il va réfléchir à tout ça. Quelles sont les conditions pour avoir un amour pour soi qui sera un amour universel? Mais attends, là où c'est trop fort, c'est qu'il se dit, sauf que en attendant, parce qu'en attendant de faire ce travail-là, il va falloir régler le problème de la guerre. Alors comment on va faire? Et là, il a une idée incroyable. La guerre, son moteur, c'est la violence. Par conséquent, la méthode la plus rationnelle, la plus puissante et la plus logique pour neutraliser les guerres, c'est de maîtriser la violence. Il crée le kung-fu. Wow. D'un point de vue institué, c'est lui qui le fonde. C'est lui qui fonde ce qu'on appelle la forme. Parce que le kung-fu, c'est un concept en fait chinois qui est ancien, plus ancien que lui, qui signifie exceller, parfaire une activité ou un art. Et donc lui, il va dire qu'il y a le kung-fu martial. C'est lui qui crée l'art martial en termes codifiés. Littéralement. Il y a des anciennetés en Inde, évidemment, en termes de lutte, qu'on retrouve aussi même en Afrique, surtout subsaharienne. Mais lui, en fait, il va codifier réellement ce qu'on appelle, là, on dépasse le cadre simplement de la lutte. Il va codifier ce qu'on appelle l'art de la guerre, l'art martial. C'est bien avant Sun Tzu, hein. Et, en fait, il va développer toute une génération de guerriers mozi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gars, ils vont aller parcourir les 4 coins du royaume de Chine, dans l'empire de Chine, pour empêcher des guerres de se produire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient, ils voyaient une troupe avec un général, il fait, vous allez où? Mais ça a l'air complètement dément, mais t'as des traités. Ouais. Hein. Les gars, ils venaient, tu sais, mais comme dans les films, hein. Je te jure, comme dans les films. Ils venaient avec leur petit chapeau, là, comme ça, de vagabonds. Ils se posaient, ils s'interposaient devant une grosse armée qui approchait. Ils s'arrêtent comme ça, ils disent, vous allez où? Thug Life, vous allez où? Le général qui dit, nous allons attaquer cette région parce que voilà, c'est l'ordre de notre seigneur, de notre roi, machin, et tout. Il dit, ok, je prends le général. Si je gagne, vous retournez chez vous. Wow. Non, mais en mode vraiment. Dinguerie. Et le gars, eh ben, là, tu vois l'art martial qui commence à s'exprimer. Il gérait les gars, même avec des armes et tout, il gérait. Hop, il gagnait. Il dit, c'est bon? Allez, salut, rentrez chez vous. Des fois, il savait très bien qu'ils allaient revenir, mais ça permettait de gagner du temps, donc il fonçait dans la ville qui pouvait être envahie, et il préparait les gens à mettre en place des sièges. C'est une histoire de dingue. Mais alors, du coup, comment ça peut se traduire aujourd'hui, ça? C'est-à-dire d'avoir une arme, c'était censé être l'OTAN? L'armée de l'OTAN? Enfin, oui, dans le meilleur des mondes. Soi-disant, ou les casques bleus. Ouais, les casques bleus. Ouais. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est dur à appliquer aujourd'hui. Ouais. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, en réalité, déjà, moi, je pense pas que... Wagner, en tout cas. Ouais, non, tu m'étonnes. Ouais, parce que d'autres milices. Mais il y a, je pense que, par contre, il y a une nécessité à sensibiliser les gens à la violence. C'est-à-dire, de ni la détester, ni l'adorer. De la contrôler, quoi. De la maîtriser. De créer c'est ça, Mozi. Et tu sais que c'est pas une blague. Quand il y avait plus de guerre, les guerriers Mozi allaient dans les villages et ils étaient des redresseurs de tort. Mais moi, je croyais que c'était des films, des mythes. Mais ça pourrait être une série Netflix, quoi. C'est ouf. De ouf. Mais tu sais que, oui, non, mais les gars, ils sont là. C'est des justiciers, en fait. Mais tu sais qu'ils ont existé. C'est des Marvel. Ils ont disparu dans les années 20. Il y en a plus. En fait, parce que précisément l'empire, le pouvoir soviétique, enfin russe, communiste, qui a pris le pouvoir de la Chine, a décidé de les éliminer physiquement avec des armes à feu. Pourquoi? Parce que c'était plus au raccord avec. Ils sortent avec l'ordre principal. Eux, c'est justement, ils sont contre la violence. Ils arrivent à la repousser et ils permettent de mettre en place un système de justice. Enfin bref, c'est tout un truc. Ça. Mais c'est super intéressant parce que c'est comme une soupape ou un régulateur, quoi. Et c'est une vraie réflexion, encore une fois, tu vois, sur la guerre. Ça pose ces questions-là parce que, en gros, non, la guerre n'est pas une fatalité. Faut arrêter de croire ça. C'est pas vrai. Genre, on n'a pas le choix. Faut qu'on rentre en guerre contre. Et même dans les cas où c'est très difficile, par exemple, dans les cas où tu te fais envahir, parce que c'est vrai. Et généralement, quand tu arrives à cette situation-là, c'est trop tard. Ouais. Mais ça veut dire, il y a évidemment le bon sens qui appelle à la résistance. Même Mozi serait partisan de ça, entre guillemets. Ouais. C'est tu résistes parce que la vie est importante. Tu dois la préserver. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu ne dois jamais céder à la folie qui pourrait venir derrière la résistance, c'est-à-dire de commencer à être aussi monstrueux que ceux qui t'attaquent. Ouais. Tu vois, ça aussi, c'est très important. Il y a tout ce qu'on appelle cette éthique de la guerre. Et qui est développée par les spiritualités en général, même si elles sont bien souvent écartées. Hein. Ah bah, on le voit bien. Ouais, tu m'étonnes. On le voit très bien. C'est terrible, hein. C'est terrible. Ouais. Et c'est ça aussi, parce que d'ailleurs, souvent, les gens disent, oui, c'est les religions qui ont provoqué plein de guerres. Non, en fait, je vous assure que non. Ah, on a les stats, on a les chiffres. Hein. Non. Alors là, pas du tout. Toujours des logiques de colonisation, de richesse, de grave. C'est vraiment ça. Avant la religion. Mais complètement. Après, les religieux ont été des complices objectifs des pouvoirs centraux et des pouvoirs injustes et tyrannique. Bien sûr, ça qu'on soit clair, hein. Mais concrètement, non, tout ce qui est de l'esprit, tout ce qui est de la philosophie a apporté à réguler ça. Et c'est pour ça que si on revient sur l'esprit Mozi, c'est ça que j'aime bien, c'est de reprendre un peu de philosophie à ça, c'est de se dire que il faut avoir cette démarche de retenir et d'empêcher la guerre, et de se dire concrètement que
on a des moyens de dissuasion, on a des moyens de persuasion, mais qu'il faut comprendre ce à quoi ça mène. Et que quand on dit c'est pas du va-t-en-guérisme, parce que la vérité, c'est que ça, on le sait. Si les gens devaient payer les conséquences directes de leurs actes, ils ne se prononceraient pas pour la guerre. Donc c'est pour ça, en gros, littéralement, j'ai envie de dire, s'il devait y avoir une nécessité à se battre contre la Russie, sérieusement, s'il y avait cette nécessité, alors tout le gouvernement, fermez vos gueules. Et laissez le peuple s'exprimer sur cette question et on verra. Laissez ceux qui vont devoir aller au casse-pipe réfléchir et décider s'ils le font ou pas. Si on ne veut pas y aller, on assumera les conséquences. Hein. C'est-à-dire que ils arrivent aux portes de la France, ils arrivent à Normandie. Eh ben, vous inquiétez pas, on va s'arranger. On va gérer comme on a toujours géré, parce que c'est les peuples en dernier rempart qui finissent par justement résister et avoir les ressources qu'il faut pour ça. Mais concrètement, je refuse catégoriquement, et n'importe qui devrait refuser, qu'on nous impose quelque chose dont on n'a pas décidé, et de deux, dont les conséquences ne reviendront que sur nous. Sachant que eux, ils se placent, quand je dis eux, c'est du coup les gouvernements, les hommes politiques, etc., comme s'ils pouvaient penser, qu'ils ils étaient plus aptes à penser pour nous. Ouais, ça aussi, gros baratin. Alors, mais nous on sait, vous inquiétez pas, on maîtrise la diplomatie, on sait qu'il faut y aller, quoi. Ouais, c'est journée, ils maîtrisent la diplomatie, ça se voit. Ouais, ça crève les yeux. Non mais et d'ailleurs, justement, tu vois, pour finir, parce que ça c'est un truc de ouf, c'est que je te jure, hein, je commencerai un tout petit peu, quelques secondes, à croire en leur sincérité s'ils parlent d'économie de guerre, vous récupérez 90% du stock de Bernard Arnault en thunes. J'avoue. Vous chopez 90% de son capital, là je dirais là ça a l'air sérieux là. Ouais. Ok. Là je commence à vous écouter hein. Ouais, quoi. J'ai pas, pas dit 80% de gars qui a épargné 10 000 balles. Quoi. Exactement. Parce que c'est malin ça, hein, sur le livret A, tu te souviens et tout ça. Ouais. Tu dis non, vous foutez de ma gueule en fait, vous foutez de la gueule de toute la population. Parce que si c'est sérieux, genre c'est la guerre, ça fait peur. Non parce que c'est ce qu'ils nous disent. En fait c'est bien ce qu'ils nous disent. Ils nous disent et c'est ce que malheureusement trop de gens croient. Ouais. C'est chaud, Poutine va tout détruire et tout. Mais sincèrement, j'ai envie de dire ça aux gens qui le comprennent, qui soient rassurés. Je vous assure qu'il n'y a pas de danger. Si vous ne voyez pas Bernard Arnault se faire dépouiller, croyez-moi, c'est qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Ce sera la conclusion. Voilà. On a un indicateur, c'est l'indicateur Bernard Arnault. Tant qu'il est plein, normalement, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller en guerre. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette analyse de guerre. J'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous êtes subscriber du pack HMD. Merci, Dr H. Toujours un plaisir de faire, c'est trop cool. de servir à vos côtés. Continuez de nous suivre sur les réseaux, de vous abonner à la page et de mettre des belles notes sur Spotify, Deezer, Apple. On remercie toute l'équipe technique, à la réalisation et Gaël Kenny-Cagnan, au montage Gaël Kenny-Cagnan et à Chef Hop Gaël Kenny-Cagnan qui a assuré aussi à la lumière Gaël Kenny-Cagnan. Si vous voulez checker sa chaîne, Gaël Kenny-Cagnan aussi, c'est Maskov qui les interviews écrites et faites par Gaël Kenny-Cagnan et qui sont montées aussi par Gaël Kenny-Cagnan avec une programmation de ouf, plein de sportifs de haut niveau, de sport US plus précisément, qui sont repérés par Gaël Kenny-Cagnan et non, franchement, allez voir. De toute façon, je vous mets le lien comme d'habitude en description. Merci à Manu qui nous a apporté un joli moniteur. C'est gentil. Merci à Mourad, le showrunner. J'ai juste pensé à un truc important. Oui, vas-y. Un gros bouquin qu'on mettra le lien. Ouais. Que vous devez tous vous approprier parce qu'il est sublimissime et il donne une belle vue d'ensemble de tout, vraiment de tout. Atlas historique mondial. Atlas historique mondial. Ça, c'est un must-read, un must-have. Il faut l'avoir. C'est obligatoire. C'est trop bien. Et ça résume beaucoup de choses que j'ai évoquées aujourd'hui. Eh ben, parfait. C'est noté, c'est foutu dans la description. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, la semaine prochaine. Avec plaisir. Épisode 17. Ciao.